Salut Steve, Salut Leïla. je suis ravie de te recevoir dans le premier épisode du podcast Trouve ta voix, dans lequel on va aborder ton parcours que je trouve très inspirant et qui va, j'espère, pouvoir motiver des personnes qui cherchent leur voie, qui sont perdues, qui ont l'impression de ne pas avoir du sens dans leur job actuel et justement qui savent pas trop comment s'y prendre, vers quoi aller. J'ose espérer qu'avec ce podcast et avec les différents épisodes qu'on va proposer, ça va leur donner justement de la force pour se poser les bonnes questions et aller de l'avant pour quelque chose qui les passionne. Donc, pour commencer cette interview, est-ce que tu peux te présenter en quelques mots? D'où tu viens? Tu as quel âge? Donc moi je Plaisir. m'appelle Steve, je suis d'origine malgache. Donc j'ai grandi en France en majeure partie. Je suis né à Madagascar, mais je suis arrivé en France très tôt, donc à 2-3 ans à peu près. J'ai fait plusieurs villes en France. J'ai commencé par Toulouse, j'ai fait Marseille et j'ai atterri en Île-de-France. Donc j'ai fait une scolarité classique. Hein. Toujours été un très bon élève à l'école, que ce soit en primaire, au collège, au lycée. Donc au lycée, j'ai été au lycée de Montgeron, donc 91. J'ai fait une filière scientifique, donc scientifique spécialité maths. J'ai eu mon baccalauréat avec une mention bien. Donc voilà un profil assez classique, un exceptionnel, un bon élève. Je travaillais bien Un à bon élève l'école. avec une mention bien, c'est quand même pas tout le monde qui a la mention bien en bac S. C'est ça. Bah après c'est du travail. Et puis j'avais beaucoup de facilité au lycée. Donc Super. voilà la question que je me suis posée. Après le lycée, je savais pas vraiment ce que je voulais faire. Ce qu'il faut savoir, c'est que moi, tout le long de mon enfance, j'ai voulu faire pas mal de métiers différents, acteur, cuisinier, les grands métiers enfin, que les enfants veulent faire en général. Je suis passé quasiment par tout ça, cascadeur, voilà, plein de choses comme ça. Puis voilà, plus on se rapproche du bac et des études supérieures, et plus on se rend compte de la réalité et ce qui est faisable, ce qui est pas faisable, et, euh, et puis voilà, on est aussi encouragé par nos parents, soutenus par nos parents, mais des fois aussi ces mêmes parents vont nous inciter à faire des études générales, des longues, pour une sorte de parachute finalement, qui va faire que ça va leur faire plaisir plus à eux qu'à nous. Donc moi, après mon bac, j'avais toujours ces envies-là, hein, de faire des métiers un peu plus foufou. Mais bon, on est vite rattrapé par la sécurité de l'emploi, par les parents, par leurs recommandations. Et du coup, je me suis dirigé vers les classes préparatoires aux grandes écoles en filière scientifique. Ok. Donc, tu as fait quelle classe préparatoire? C'est PC, MP, Donc j'ai été en PSI? première année, c'est ça, non pas MPC, j'étais en PCSI, Ok. donc à Physique, Melun, dans le chimie, 77. C'est ça, physique, physique, chimie, sciences chimie, industrielles, c'est ça? sciences industrielles ou sciences de l'ingénieur, je sais plus c'est correspond à quoi exactement, ça fait vraiment longtemps. Donc j'ai fait ça dans le 77 à Melun, donc j'étais pas en internat, donc moi je faisais le trajet tous les jours avec les révisions dans le train, tous les matins, petites fiches. Je Oh, wow. révisais mes heures de colle. Donc pour ceux qui écoutent ce podcast et qui sont en classe préparatoire, vous savez ce que c'est les heures de colle? C'est 1 heure avec un prof, on est 3 élèves face à un prof avec un exercice à faire. Si on connaît pas, on est cuit, on sait qu'on va passer un mauvais quart d'heure. C'est clair. Et voilà, chaque semaine, c'était 2 matières différentes. Puis bon, voilà, j'ai fait cette filière pour faire plaisir aux parents, et aussi c'est une sorte de challenge en tant que bon élève, qu'on est dans le top tiers de sa classe en terminale avec une mention bien. On se dit que le tapis rouge, la voie royale pour ce type d'élève-là, c'est la classe préparatoire, qui, bon, Hmm. aujourd'hui, je pense que c'est un peu moins le cas, mais qui aujourd'hui, c'est un peu pour l'élite, pour les gens qui vont aller dans les grandes écoles derrière. Du coup, j'ai suivi cette voie-là. Bon, avec du recul, je me dis, il y avait plusieurs voies pour y accéder, mais à ce moment-là, en tout cas, j'étais vraiment déterminé pour, euh, pour réussir ce challenge-là, qui était vraiment, je pense, un des plus gros challenges de ma vie jusqu'à actuellement. Qu'est-ce que ça t'a Et apporté puis la voilà. prépa? Aujourd'hui, avec du recul, quels sont les... Alors, la prépa, c'était dur. Franchement, honnêtement, c'était vraiment difficile, que ce soit physiquement ou même moralement, intellectuellement. Mhm. Il y avait beaucoup d'adversité, pas avec quelqu'un d'autre, même si c'était le cas, puisque c'est un concours à la fin. Un concours, il faut pas avoir 10, il faut pas avoir 20. Il faut juste être meilleur que les autres. C'était dur, mais ça m'a rapporté beaucoup de choses. Une manière de travailler, la détermination, l'endurance, comment travailler longtemps, comment réviser. Parce qu'au final, enfin, dans la finalité, je me suis rendu compte qu'au lycée, je ne savais pas travailler, et que souvent
je me basais juste sur mes facilités, mes capacités. Et en prépa, on se rend compte qu'on peut plus se baser seulement sur ses facilités quand on a une tonne de travail, quand on a beaucoup de travail de révision, de matière, les mathématiques, la physique, la chimie, poussé à un standing beaucoup plus élevé que ce qu'on fait en terminale. Ben, on apprend à travailler, on apprend des méthodes précises. J'ai aussi appris oui, à lutter, en fait, à persévérer pour ne pas abandonner, hein. Quand on arrive en prépa, je pense que beaucoup de gens le savent, parmi ceux qui ont fait prépa, parmi ceux qui nous écoutent. Oui, Mais il y a beaucoup d'abandon. Dans une classe, on peut commencer peut-être à 30 et il y aura 5, c'est 6, vrai. 7, 8, voire même un tiers de personnes qui vont abandonner durant la première année. Et pareil, en deuxième année, il peut y avoir aussi beaucoup d'abandon. Mais non, la prépa, ça a été la méthode de travail et rigueur. Je pense que c'est les deux choses qui ont été le plus bénéfiques. On apprend à travailler et on apprend à le faire bien. Et cette rigueur-là, on peut la refléter dans plein d'autres domaines de la vie, de tous les jours, même dans le travail d'aujourd'hui. On Tu me sait, enfin, les diras gens après je, comment, justement, tu c'est me ça. diras après comment tu utilises justement toutes ces Ça marche. compétences, ces qualités au quotidien maintenant dans ton nouveau job. Super. Et du coup, donc après cette prépa, t'as passé des concours et t'as été admis dans une des écoles d'ingénieurs, c'est bien ça? C'est ça, exactement. Donc, pour ceux qui connaissent pas trop le parcours de prépa, en fait, c'est 2 années très intensives de cours. Donc, je crois que ça existe que en France. Je crois qu'à l'étranger, j'ai jamais entendu parler d'équivalence. Où à la fin, on atterrit sur des différents concours. Donc, concours pour accéder aux grandes écoles, hein, E3A, CCP, Centrale, les mines, Polytechnique, voilà, toutes ces écoles, c'est sur concours. Donc, moi, j'ai décidé de tout passer. En fait, j'étais boursier, donc tout était gratuit pour moi. Donc, je me suis dit, au pire, ça sera des entraînements. Donc, j'ai décidé de passer tous les concours. Donc, j'ai obtenu pas mal d'écoles. Bon, j'ai pas obtenu les plus grandes parce que j'étais pas non plus le plus fort dans les matières. Mais j'ai eu pas mal d'écoles et je me suis posé la question. Finalement, c'est à ce moment-là que je me suis posé la question, mais en fait, qu'est-ce que je veux faire dans la vie? Parce que même si ingénierie, ça reste général, il y a des spécialités dans l'ingénierie. Et voilà, il y a dans l'énergie, l'environnement, dans l'industrie, Oui. enfin dans pas mal de choses. Et en fait, même à la fin des concours, on se rend compte on est assez perdu finalement parce on sait qu'on veut faire ingénieur, on sait qu'on finira ingénieur, mais ingénieur finalement, on sait pas vraiment ce que ça veut dire. Et il y a tellement de diversité dans le métier, il y a tellement de choses différentes derrière ingénieur que on savait pas. Donc au Donc final, moi, qu'est-ce que j'ai fait? t'avais bien repoussé ton choix et là, t'étais face à ce choix, face à toi-même. Il fallait vraiment que tu choisisses un domaine. Ça t'a rattrapé. Ce choix général Exactement, t'a rattrapé à un moment exactement. donné. Exactement, parce que oui, les maths, la physique, c'est bien, mais c'est pas un métier. C'est pas un métier. On apprend de la logique, on apprend une rigueur, on apprend un raisonnement, mais c'est pas ça qui va nous faire, qui va payer nos factures plus tard, quoi. Et donc là, on est obligé de se spécialiser. Donc en fait, quand on fait les concours, on a une liste d'écoles auxquelles on est admissible. Donc admissible, c'est-à-dire on va passer les oraux pour rentrer définitivement dans l'école, pour être admis. Et voilà, moi j'ai passé plusieurs oraux, toujours dans l'optique où je ne savais pas exactement ce que je voulais faire. Donc je me suis dit, bon, passe les oraux là où tu es admissible, puis là où tu es admis finalement, tu choisiras après. Donc moi ça a été ma logique, je sais que c'est pas forcément la meilleure et je sais que beaucoup de gens ont fait différemment. Et donc c'est ce que j'ai fait, j'ai passé beaucoup d'oraux, je me suis dit au pire ce sera des entraînements pour les autres. Donc j'ai fait ces fameux oraux et voilà, j'ai eu une liste d'écoles où j'ai été admis. Comment t'as fait ton choix à ce moment-là? Donc, qu'est-ce que j'ai fait? Je me suis dit, en fait, qu'est-ce que j'aime? C'est tout bête, hein, franchement. C'est un raisonnement vraiment bête. Qu'est-ce que j'aime? Qu'est-ce que je veux faire dans ma vie? Ou juste, Euh, plutôt juste en fait. C'est un raison. Plutôt que bête, finalement, c'est vraiment juste. ouais, c'est ça. Finalement, c'est la logique des choses. Là, Ouais, carrément. tu t'es écouté. Peut-être c'est la première fois où tu t'es vraiment écouté. Tu t'es dit, qu'est-ce que j'aime, qu'est-ce que j'ai envie de faire. Exactement. C'est ça. C'est ça. Et je me suis dit, bon, j'ai travaillé tout ça. Je suis arrivé jusque-là. Donc, ce qu'il faut savoir, c'est qu'après la classe préparatoire, il n'y a pas de diplôme. C'est pas comme un BTS ou c'est pas comme un DUT. Donc, on est obligé d'intégrer une école. Donc, je me suis dit, ça y est, j'y suis. Je suis à 2 doigts de finir ce long cursus qui était difficile. Donc la question que je me suis posée, c'est qu'est-ce que je veux faire de ma vie? Qu'est-ce que je vais faire dans ma vie? Et du coup, j'ai énuméré mes passions, ce que j'aimais. Et franchement, ça a vraiment été ça la logique. Donc je me suis dit, qu'est-ce que j'aime? Bah, j'aime la musique, j'aime la danse, enfin la danse, j'aime le hip-hop, surtout la culture hip-hop. Qu'est-ce que j'aime d'autre?
Ouais, la j'ai mode. l'impression que ouais, tu faisais du hip-hop en Voilà, plus, ouais. exactement. Donc, je suis un grand fan de hip-hop, mais il n'y a pas d'école de hip-hop à proprement parler. Donc, je me suis dit, j'ai quoi d'autre comme passion? Et j'avais cette passion pour la mode qui était très, très, très développée en moi. Donc, je me suis dit, OK, mode, c'est quoi? Ça implique quoi? Ça implique textile. Donc, mon raisonnement, il est parti de là. Oh waouh! Mode, j'aime la mode, donc le textile. Donc, pourquoi pas l'ingénierie textile? Et Ouais. de là, j'ai regardé parmi les écoles dans lesquelles j'ai été admissible, où j'ai passé les oraux, et il y avait cette fameuse école textile en France, qui est une des meilleures en Europe, d'ailleurs, qui est l'École nationale supérieure des arts et industries textiles. Donc Lancette, Exactement. qui est à Roubaix. Donc Lancette qui est dans le nord de la France. Exactement, dans la banlieue de Lille, à côté de Tourcoing. Et c'est d'ailleurs là qu'on s'est rencontrés puisqu'on était tous les deux étudiants dans la même école. Toi, tu étais en première année, moi j'étais en troisième année, il me semble. C'est ça, je crois que c'est ça, exactement. Donc tu as intégré Lancette, tu es arrivé voilà, avec des projets, une ambition un peu plus claire qu'en sortie de bac. Donc déjà, il y a tout un emménagement. Et donc, tu as fait combien d'années à Lancette? Comment se sont passées tes années, du coup, on va dire universitaires ou en tout cas dans cette école d'ingénieur? Donc, je suis arrivé dans le Nord déjà. Quand j'ai vu Roubaix, je me suis dit, ah ouais, Roubaix, moi, c'est ce que je voyais sur les documentaires Enquête d'action ou les choses comme ça. Et je me suis dit, ah ouais, c'est chaud quand même. Oui. Puis bon, finalement, quand on s'installe, la ville est franchement mignonne, hein. La mairie, il y a une belle mairie sur la Grande Place. Il y a une belle église sur la Grande Place aussi. Il y a une grande avenue assez sympathique. Même la gare est assez jolie. Donc finalement, je me suis dit, bon, bah, on va pas juste se fier à ce qu'on voit à la télé. Et, euh, et franchement, ça a été 3 très très bonnes années au cours de ma vie. Que ce soit en termes personnels, que ce soit en termes d'expérience aussi professionnelle. Parce que ce qu'il faut savoir, c'est que moi, j'ai intégré cette école aussi en partie, d'une pour la mode, mais aussi de deux pour la possibilité de la faire en alternance. Et c'est vrai que ça a été, cet aspect financier a pas mal joué, parce que voilà, je viens pas d'une famille aisée. Voilà, mes parents, sont toujours battus, enfin, surtout ma mère s'est toujours battue pour que j'ai à manger, un toit où habiter. Mais voilà, en grandes études, on a d'autres frais, on a un loyer à supporter, on veut le moins possible embêter nos parents qui ont tant donné déjà durant notre enfance. Donc je me suis dit, bon, l'alternance, c'est le meilleur moyen pour commencer un peu à travailler en entreprise. Donc un vrai taf, entre guillemets, pas juste un travail d'été, saisonnier. Et en même temps, gagner de l'argent pour pouvoir financer mon loyer, ce que je mangeais, etc., etc. Commencer à avoir une indépendance financière et m'émanciper petit à petit aussi des parents. Donc, comment Donc, tu as fait ton alternance, Steve, à ce moment-là? Toi qui avais donc une aspiration pour la mode, tu arrives dans cette école, tu rêves d'aller dans le monde de la mode. L'alternance que tu as réalisée, c'était dans quel domaine? Et comment tu l'as trouvée, cette alternance? Quels ont été, voilà, ton choix? alors, Alors oui, c'est vrai que je me suis dit textile. Pour moi, textile, c'était juste Louis Vuitton, Hermès. C'était que des grandes maisons de luxe ou au pire, allez, Zara, H&M, du mainstream. Pour moi, il y avait que ça. Et en fait, quand je suis arrivé à l'école, j'ai vu qu'il y avait énormément d'utilisation de l'ingénierie textile dans plein d'autres domaines. En fait, partout, en fait, il y a du textile, que ce soit dans le médical, que ce soit dans l'industrie aéronautique, l'industrie automobile, le luxe forcément. Il y avait j'ai vu qu'il y avait beaucoup de domaines d'utilisation du textile que j'ignorais en fait en arrivant à l'école. Sur mon alternance, on va dire que j'ai- je voulais quand même rester une partie du temps sur Paris. Donc j'ai axé mes recherches d'alternance en Île-de-France et je me suis dit pourquoi pas dans le Nord puisque j'avais pris un appartement de toute façon pour pouvoir vivre à côté de l'école. Donc voilà, j'ai postulé, hein, des dizaines, des centaines de CV envoyés, lettres de motivation, des entretiens organisés aussi par l'école, donc avec des grosses boîtes hein, de sport, Decathlon, Intersport, des choses comme ça. Donc j'ai passé plusieurs entretiens et j'ai eu un entretien en Île-de-France, juste un seul, et ça a été dans l'industrie automobile. Donc je me suis dit, automobile, je me suis dit, il y a que les sièges, il y a forcément que les sièges en textile, en fait, même s'il y a beaucoup d'autres choses. Donc je me suis déplacé, je suis revenu donc dans 91, dans l'Essonne, là où j'habitais de base, pour passer l'entretien. Donc la boîte s'appelle Forestia. Donc si vous voyez mon LinkedIn, vous verrez que j'ai dans mon CV Forestia, donc qui s'appelle aujourd'hui Forvia. Donc ça a changé, une grosse boîte du CAC 40. Donc
C'est un équipementier automobile, en fait, qui cherchait un apprenti, comment ils appellent ça? Comment ça s'appelait à l'époque? Un apprenti coaster. Donc coaster, c'est quoi? C'est estimation des coûts. Donc c'est un apprenti ingénieur qui accompagnerait les ingénieurs en estimation de coûts. Donc pour faire simple, c'est les gens qui font les devis pour les constructeurs automobiles, type BMW, Renault, pour, concernant leurs sièges. Donc que ce soit les sièges avant, les sièges arrière, des grosses marques de voitures. Donc je passe l'entretien et ça s'est très bien passé. Donc avec ma première manager, mon apprentissage. Et donc c'était à Étampes, donc 91. J'ai fait un long trajet, j'arrive, entretien, etc. J'avais aucune expérience professionnelle, aucune, vraiment aucune. Mais ah oui, d'ailleurs, d'où l'importance, petit tips pour ceux qui nous écoutent, quand vous faites votre CV, mettez aussi vos expériences en termes d'association, vos expériences aussi en termes de voyage, parce que moi, ce qui a fait que j'ai été pris dans cette alternance-là, donc spoiler alert, oui, j'ai été pris, ça a été que ça a été une discussion autour de la danse, autour du hip-hop, de la chorégraphie, parce que moi, j'avais mis sur mon CV que j'aimais bien le hip-hop, j'avais déjà fait des spectacles, des chorégraphies, etc. Et du coup, l'entretien a tourné autour de ça. L'entretien a tourné autour du fait que quand on danse, on est précis, quand on danse, on doit être sur les temps, dans le rythme. Et finalement, la recruteuse, donc qui est devenue ma manager par la suite, m'a embauché parce que d'une, elle a trouvé que c'était bien d'avoir quelqu'un qui aimait la danse, qui aimait être dans les temps pour ce métier-là. Donc l'estimation de coût, elle considère que c'était aussi une sorte de chorégraphie pour estimer comment on fait un siège et être dans les temps pour le faire. Et deuxièmement aussi, très important en entretien d'embauche, le sourire. Le sourire, ça c'est quelque chose, elle m'a dit honnêtement après l'entretien, franchement, je vous prends parce que vous avez le sourire et ça, tous les jours, travailler avec quelqu'un qui a le sourire, ça fait la différence. Donc ça a été les deux arguments qui ont fait que j'ai été pris donc dans l'industrie automobile quand je suis rentré en école d'ingénieur pour 3 ans. Comment tu vis cette expérience dans le costing? Bah, grosse découverte pour moi, déjà, grosse découverte professionnelle, puisque même des petits tafs d'été, j'en ai pas fait tant que ça. J'avais travaillé un peu avec ma mère sur les marchés, elle vendait des articles d'artisanat malgache à l'époque, donc je l'accompagnais de temps en temps, mais c'est un travail familial, quoi, on aide juste la famille. Donc moi, j'avais jamais eu d'expérience professionnelle, même dans la vente, dans les magasins ou quoi. C'était vraiment ma première expérience avec un manager, avec des process, avec des RH, avec tout ça. Donc c'était vraiment une grosse découverte. Bah, ça a été une expérience très prolifique en termes de compétences techniques et en termes de soft skills. Donc pour ceux qui nous écoutent, notamment les jeunes, on a en entreprise, vous aurez la partie technique, donc tout ce qui va être vraiment pointilleux sur les logiciels, ça va être sur les connaissances techniques sur des produits particuliers, maîtriser tel ou tel produit, telle ou telle surface. Et vous avez les soft skills qui sont, je pense, avec du recul, limite plus importantes que les compétences techniques, qui vont être le savoir-être, le savoir-vivre, la communication, comment interagir avec une équipe, être agile, voilà, ce genre de choses. Donc moi, c'était une grosse découverte de tout ça, de tout ce monde-là. Donc j'ai fait mes 2 premières années dans le costing. Dans le costing, une équipe trop cool. Franchement, j'ai travaillé, mon maître de stage, c'était un ancien aussi de Lancet. Un promo, il était quelle promo? Une promo, il était de la promo 98, je crois, ou 99, que je salue d'ailleurs, peut-être si tu écoutes ce podcast, qui était très sympa avec moi, qui était vraiment gentil. Il m'a appris tous les rudiments du métier, les petites choses qu'il fallait savoir pour réussir. Donc, nous, on était composé d'une équipe de 6 à peu près. On était 2 en France et 4 au Portugal, donc dans la banlieue de Porto. Et on se dispatche. En fait, la manager, son rôle, c'était de dispatcher les dossiers. Donc, les dossiers, c'était les devis, les appels d'offres auxquels on répondait. BMW, Mercedes, Renault, Citroën, enfin tous les constructeurs automobiles, ils lancent des appels d'offres et Forestia répond quasiment à chaque fois pour remporter l'offre. Pour vous dire à peu près qui étaient les concurrents de Forestia, de Forvia aujourd'hui, c'est Valeo, c'est Johnson Control, voilà, c'est toutes ces boîtes-là pour vous dire à peu près c'est quel marché. Donc moi j'ai appris beaucoup, que ce soit en termes techniques et beaucoup aussi en termes de soft skills, d'interaction avec les collègues. Donc j'ai travaillé avec des commerciaux, j'ai travaillé avec la logistique, j'ai travaillé avec les achats. Donc ça a été très formateur pour ma part. Et, euh, et aussi j'ai découvert aussi le monde du management. J'ai pas managé, mais j'ai découvert plusieurs managements et, euh, et j'ai vu qu'il pouvait avoir des managements qui étaient meilleurs que d'autres ou différents.
et qu'en fonction des générations, on pouvait être managé par différentes personnes et de différentes façons. Et très important, en termes de conseils aussi, sachez dès l'entretien d'embauche, voir détecter les signes si la personne en face de vous match avec vous en termes de management. Parce que c'est bien d'avoir un beau travail, un beau salaire, etc. Mais si c'est pour aller au travail tous les jours avec une boule au ventre ou avec des appréhensions, je vous conseille de voir autre chose, autre part. Parce que j'ai eu le cas, moi, dans mon expérience, en deuxième année en tout cas, où en première année, ça s'est très bien passé. En deuxième année, bon, j'allais un peu avec la boule au ventre de temps en temps, etc. Donc, mon mode de stage était très, très bien. Mais c'est vrai qu'avec ma manager, c'était un peu plus compliqué. C'est quelqu'un qui, en fait, qui n'arrivait pas à garder son stress pour elle. Et c'était un stress qui était contagieux. Et c'était toujours de la faute des collaborateurs. Donc voilà, ça a été très enrichissant, que ce soit en termes humains, justement, avec cette découverte de l'interaction avec les collègues ou avec le management, et en termes techniques, où j'ai appris à maîtriser plusieurs logiciels que je ne connaissais pas du tout à l'époque. Et du coup, après ces 2 ans d'alternance, tu disais que la troisième année, tu as fait enfin, en tout cas, la troisième année par rapport aux 2 premières en alternance, tu faisais peut-être autre chose? Donc j'ai fait mes 2 années en costing. J'ai basculé en troisième année dans la recherche et développement. Donc un sujet très très vaste, très intéressant. Pourquoi j'ai basculé? D'une part parce que j'avais demandé à avoir un autre service en troisième année. Parce qu'en fait, les appels d'offres, en tout cas dans l'automobile, ça dure un mois grand maximum. En gros, je pouvais être sur un devis pendant un mois et puis c'était soit on remportait le marché, soit on l'avait pas. Sauf que en école d'ingénieur, en troisième année, on doit faire ce qu'on appelle un projet de fin d'études qui doit durer sur toute une année, donc en alternance quasiment sur 6 mois. Donc ça doit être un gros gros projet avec une vraie problématique de fond, et chose que du coup le costing ne pouvait pas m'offrir. Donc j'ai discuté avec les ressources humaines de ma boîte de Forestia à l'époque pour changer de service et voir où est-ce que je pouvais aller pour faire un sujet où ils avaient besoin de moi. Donc finalement, déjà, dans ton alternance, tu as un peu fait une reconversion, entre guillemets, t'as déjà changé de domaine, de département. Donc déjà, tu as commencé à ce moment-là à changer de voie dans la même entreprise. On peut dire ça comme ça, exactement. Que on peut être dans la même boîte, mais être dans des services complètement différents où les missions sont complètement différentes. Là, je passais des tableaux Excel à Katia. Je sais pas, pour ceux qui connaissent, c'est un logiciel pour matérialiser en 3D des objets, un entrepôt, des choses comme ça. Et donc là, je suis passé des tableaux Excel dans le costing, donc que de la finance, à 100% de la recherche et développement en modélisant des modèles d'usines, d'entrepôts, de machines à coudre automatiques pour ma dernière année. Ah oui, donc oui, on peut dire que c'était une reconversion. Entre guillemets. Donc cette reconversion qui t'a amené à travailler sur ce projet pendant 6 mois. Donc après ces 6 mois, tu as validé ton diplôme d'ingénieur. C'est en quelle année? Ça commence à remonter, là, ça ne rajeunit pas cette histoire. C'était en 2018. Ah ouais, c'est ça, 2018. J'ai, j'ai validé mon PFE, mon projet de fin d'études, donc qui portait sur la machine à coudre automatique, avec un autre manager, du coup, qui lui était beaucoup plus technique, qui était beaucoup plus dans l'ingénierie. Donc, ça a matché beaucoup plus avec ce management-là. Et donc, il m'a accompagné, voilà, à la soutenance. Parce qu'en fait, on doit écrire un rapport qu'on appelle une soutenance écrite de, je sais plus, 80 pages à peu près, ou un peu moins. Et on doit soutenir justement ce rapport écrit à l'oral devant un jury composé de 3 professeurs de, de, de l'école qui valident ou non notre diplôme. Donc diplôme en poche, Steve, t'es enfin ingénieur textile en 2018. Exactement. Et après? Et après, donc là, je Qu'est-ce me qui suis se passe? retrouvé, grosse question. Ouais. Je me suis un peu retrouvé comme au moment des résultats des concours, où on se repose la question, est-ce que c'est vraiment ça que je veux faire? Donc moi, j'étais arrivé à l'école d'ingénieur avec l'idée que j'allais aller travailler dans la mode, le luxe, etc. Et finalement, le fait d'avoir travaillé à Forestia, même si ça n'a aucun rapport avec la mode et le luxe, je me suis dit, l'ingénierie, c'est vrai que c'est ça en fait. Être ingénieur, c'est savoir résoudre des problèmes, faire des présentations pour présenter ses solutions aux problèmes. Et une fois qu'un problème est résolu, ben, on passe à un autre problème, on suit des projets, etc. Donc la question que je me suis posée, c'était, est-ce que c'est vraiment ça que je veux faire dans ma vie? Est-ce que c'est ça qui, le matin, je vais me réveiller, je vais me dire, top, je vais faire ça, ça va me faire plaisir, je vais rentrer, je serai satisfait?
Ça a été dur de dire oui. Franchement, c'était dire oui à cette question à l'époque, ça aurait été mentir, me mentir envers moi-même. Et du coup, il y a une grosse remise en question hein, sur même sur mes études. Est-ce que j'ai fait les bonnes études? Est-ce que c'est ça que je voulais faire? Est-ce que de base je voulais faire ça? Puis finalement, je me suis dit bon, j'ai quand même un bac plus 5 en poche, c'est pas rien. Si je veux changer, je peux changer. Donc la question à ce moment-là, ça a été qu'est-ce que je veux faire? Est-ce que c'est un moment où, par exemple, ton entreprise d'alternance t'avait proposé un CDI, un contrat? Oui. En plus, Forestia, aujourd'hui Forvia, grosse boîte, hein, présente dans le monde entier. Il m'avait proposé un VIE en Allemagne. Donc VIE, c'est, je sais plus comment, volontariat international en entreprise. Donc en fait, on reste dans la même boîte, mais à l'étranger pour une période de 1 ou 2 ans, voire même un peu moins, Ça avec un aussi, c'est une salaire. opportunité quand même. Donc forcément, Ah oui, c'est ça aide pas oui, le fait que Forestia me propose une opportunité comme ça m'a pas aidé dans mon choix parce que d'un côté, on se dit qu'on a fait 5 ans d'études après le bac pour justement pour un CDI avec un bon salaire, et de l'autre, on se dit ouais, mais c'est pas ça que je veux faire quoi. Donc ça a été, c'est, j'aurais préféré limite qu'il y ait pas d'opportunité derrière pour que le choix soit plus facile. soit plus facile à faire. Mais bon, Donc là, il y exactement. a un vrai tiraillement en fait finalement qui s'est Ouais. passé. Ouais, il y a un vrai dilemme. Je pense que beaucoup de gens ont été dans ce cas-là. Une opportunité d'un côté, et surtout on se dit, que ce soit bac plus 5 ou bac plus 2 ou bac plus 3 d'ailleurs, hein. Je pense que le nombre d'études ne compte pas, mais c'est vrai que j'ai travaillé 3 ans là-bas, j'ai une opportunité qui a un salaire correct, on va dire, qui est pas mal. Mais de l'autre côté, je me dis, ouais, j'ai envie de voir ailleurs. En fait, j'avais ce pressentiment de si je continue dans cette voie, eh ben, j'ai raté quelque chose. J'aurais raté une opportunité de ma vie où je me serais dit, bon, bah, j'ai pas pris de risque. Et puis tant pis. Donc, je sais que même si sur le coup, j'aurais été peut-être satisfait, eh ben, sur le moyen long terme, je l'aurais regretté à un moment donné. C'est sûr et certain. Donc qu'est-ce que tu as fait, Steve? Alors, la question, ça a été parce que je ne savais pas ce que je voulais faire, en fait. Nous, on veut Donc, savoir. même après 5 ans, ouais, c'est ça la question. C'est ça la question. Bah, après, je me suis dit, bon, il faut quand même que je travaille après mon diplôme d'ingénieur, enfin, bac plus 5 en poche. J'ai commencé à mettre des CV. Franchement, j'ai mis des CV un peu partout, mais pas sur des annonces précises, juste des candidatures spontanées qu'on peut mettre sur certains sites de recruteurs ou sur des grandes boîtes. Et je me suis dit, bon, on me rappellera qui voudra et puis je verrai c'est quoi l'opportunité. Et franchement, ça a commencé comme ça. Puis voilà, j'ai des entretiens. Donc j'ai des entretiens voilà, pour des entreprises liées au textile, bien sûr. J'ai des entretiens qui n'ont pas forcément de rapport, mais qui n'étaient pas non plus à la hauteur de mon diplôme en termes de salaire. Donc en fait, là, tu laisses le hasard décider pour toi d'une certaine manière. Ouais, franchement, ouais. Ouais, ouais, carrément. J'ai à moitié. À moitié parce que je savais que ce que je voulais faire, je voulais un peu plus de relationnel. Non pas avec des collègues, parce que c'est très bien d'avoir toujours une équipe, mais je voulais du relationnel, faire du commerce un peu en quelque sorte. Je voulais avoir un client face à moi, je voulais aider les gens aussi. Un métier, on peut aider les gens. Et, et c'est vrai que ça a été une des pistes où je me suis dit, si j'ai une opportunité qui va dans ce sens-là, eh ben, je vais essayer. Et si c'est en rapport avec mon diplôme ou si mon diplôme peut m'aider, bah, j'aurais tenté, je tente, j'y vais, quoi. Donc t'as pas ciblé de domaine, mais par contre, tu as ciblé le type d'action et, et aussi le fait qu'il y ait des interactions. C'était un Exactement. must pour ton futur métier. C'est ça. Exactement. Parce que c'est vrai que l'expérience que j'ai eue chez Forestia, ça a été, on travaille dans une grosse boîte de façon générale, surtout en ingénierie, on va travailler sur des thématiques, sur des problématiques où peut-être que on verra pas, même pas la fin, parce que peut-être qu'on récupère juste une partie du projet sur quelques mois, sur 1 an, sur 2 ans, mais par exemple, moi, je travaille sur mon PFE en dernière année à Forestia. C'est un projet qui peut-être qui sera mis en place qu'en 2032 ou 2035. Donc, j'ai travaillé rapidement dessus, mais le projet en lui-même, il finira, donc, il finira largement plus tard que mon expérience là-bas. Et en fait, je me voyais pas faire travailler dans un domaine où je ne vois pas de façon pragmatique, où je ne vois pas la finalité ou l'utilisation là tout de suite devant moi, quoi. En fait, je voulais quelque chose de pratico-pratique, quelque chose de concret, où je fais une action et tac, je vois la réalisation juste après.
Donc, tu veux voir ton résultat finalement, tout de suite, Exactement. ou en tout cas C'est ça. sur du court terme. Mm. Ok, donc tu as envoyé tes CV avec ce driver-là qui te dit, ok, je veux faire du conseil, je veux faire de l'accompagnement, je veux aider les gens, je vais dans du commerce. C'est ça. Qu'est-ce qui en est ressorti? Donc plusieurs entretiens, de choses que je voulais pas, des choses qui étaient intéressantes mais qui n'ont pas abouti. Et il y a eu cet entretien avec une, comment on appelle dans le jargon, une chasseuse de tête. Donc les chasseurs de tête, des ressources humaines, donc des RH, des recruteurs qui envoient des messages sur LinkedIn ou par mail, etc. pour un entretien d'embauche. Et voilà, qui me dit, voilà, j'ai vu votre profil, votre CV, j'aimerais m'entretenir avec vous dans notre siège. Donc c'était à Boulogne-Billancourt. Pas plus d'informations que ça. Au téléphone, elle m'a juste dit le domaine, que c'était dans le courtage d'assurance. Moi, je me suis dit, ok, pourquoi pas. Donc j'y suis allé. Donc elle m'a présenté l'opportunité. Donc c'était pas du salariat, c'était un statut d'indépendant. Le profil du métier me correspondait bien, hein. C'était en fait un cabinet de courtage qui proposait des assurances vie, des plans épargne retraite à des particuliers ou à des professionnels. Je me suis dit, bon, bah, ça me branche. En plus, c'est un peu technique quand même, puisque c'est des produits avec une fiscalité particulière, etc. Donc, je me suis dit que je pourrais quand même exercer la rigueur que j'ai appris durant mon parcours en ingénierie, en école, en prépa, dans ce métier-là. Et en plus, il y aurait de l'interaction humaine. Donc, ça cochait à peu près toutes les cases. Je me suis dit, bon, bah, go, hein. Donc, j'ai accepté et j'ai commencé du coup mon métier de courtier en assurance, en quelque sorte, mais le mot plus commun, c'est conseiller en gestion de patrimoine dans les assurances vie et dans les plans épargne retraite à Donc, partir de la cette partie épargne. La partie C'est ça, épargne exactement. en particulier. Donc là, tu es passé quand même d'alternant à indépendant. N'empêche que là, tu as bien changé de statut. Comment tu as vécu les choses? Comment tu as vécu ce changement? C'était pas évident. C'était pas évident dans le sens où la chance que j'avais, c'est que quand on est alternant, c'est comme un travail entre guillemets normal. On a un statut salarié. Donc c'est comme si je m'étais donné 2 ans de test, puisqu'on peut toucher les ARE, donc de Pôle emploi pendant 2 ans, le temps de trouver un nouveau job. Donc je me suis dit, bon, au pire des cas, j'ai les ARE derrière et je peux rechanger. Donc c'est ça Ok. aussi qui m'a encouragé À dans te ce lancer. statut-là. Hmm. Exactement. C'est dans ce statut-là, ça a été le fait que j'avais droit à mes 2 ans de chômage pour pouvoir me lancer définitivement en statut indépendant dans ce domaine-là. Mais oui, c'est vrai que ça a été un choc puisque je change d'une part de domaine et d'autre part, je change de statut, je passe de salarié à indépendant, donc ça a été double. Double changement. Mm. Et du coup, donc tu es resté combien de temps au niveau, enfin, tu as travaillé combien de temps en tant qu'indépendant, en tant que CGP? Alors, en conseil en gestion de patrimoine indépendant, je suis resté longtemps dedans. On va dire on peut couper en deux cette expérience-là. 2018 jusqu'à 2020, j'ai été principalement sur l'épargne. Donc, je conseillais les particuliers, les professions libérales sur l'assurance vie, sur le plan épargne retraite, sur la défiscalisation, sur ce qui existe en termes d'optimisation fiscale, donc toutes ces choses-là. Pendant 2 ans, j'ai été, on va dire, spécialiste de cette épargne. Et entre 2020 et 2021, en fait, j'avais remarqué que pendant mes rendez-vous avec les clients, donc moi, j'ai travaillé beaucoup avec de la recommandation, donc du bouche à oreille. Je considère en fait que si quelqu'un était satisfait, il n'y avait pas de raison qu'il garde ses conseils pour lui. Donc, je demandais souvent la recommandation de ses amis proches, de sa famille, etc. Et c'est ce qui marchait. Et je pense que c'est ce qui était le plus qualitatif pour moi. Et sauf que quand on parle de conseiller en gestion de patrimoine, les gens pensaient beaucoup, en fait, à l'immobilier. Donc, l'immobilier, que ce soit en termes d'investissement, que ce soit en termes d'achat immobilier pour y habiter, donc de résidence principale. Et à force de l'entendre, je me suis dit, bon, l'épargne, c'est bien, c'est une bonne chose, c'est un arc, enfin, c'est une corde à mon arc en plus. Mais en tant que CGPI, donc conseiller en gestion de patrimoine indépendant, il me devait à un moment donné de proposer de l'immobilier.
Et à partir de 2021, on va dire, je me suis dit: «OK, il faut que je me forme en immobilier. Il faut que je propose de l'immobilier parce que les clients demandent de l'immobilier et en termes de conseils patrimonial, je ne pouvais pas être bridé seulement par de l'épargne». Donc qu'est-ce que j'ai fait? J'ai commencé à me former tout seul et d'où l'importance aussi de la rigueur que j'ai acquise, grâce à la prépa et aux méthodes, de travail que j'ai acquises pendant mon alternance chez Forestia. C'est que on acquiert une certaine discipline, en fait, au travail et une certaine discipline dans l'endurance de nos efforts. On sait travailler et là, on se dit que, enfin là, je m'étais dit que je le fais pour moi et en plus, c'est ce que je veux faire. Donc, j'avais un certain sérieux dans la formation, donc j'ai suivi plein de cours sur ce sujet-là. Et comment tu t'es formé? Tu dis que tu t'es formé tout seul, mais c'est-à-dire? Est-ce que tu peux nous en dire plus? Alors moi, j'ai pas suivi les masterclass qu'on voit souvent sur les réseaux sociaux, 1500 euros, etc. Bon, je dénigre pas, hein, bien sûr, mais c'est vrai que l'immobilier, c'est beaucoup de connaissances fiscales, juridiques. Donc forcément, on doit passer par des livres même pas très sexy, hein. On peut même parler de code civil, des fois, code des assurances. Pour apprendre la fiscalité, on doit vraiment aller dans le dur. J'ai lu pas mal de livres aussi d'investisseurs immobiliers. Pas mal, je me suis mis dans pas mal de groupes Facebook d'investisseurs immobiliers, d'agents immobiliers, où j'ai suivi des problématiques particulières sur la fiscalité, sur l'optimisation de très riches, des moins riches, qu'est-ce qui correspondait au mieux à telle ou telle personne. Donc la formation, ça a été beaucoup ça. Et aussi, ce qui m'a beaucoup aidé, c'est que j'ai rencontré un autre conseiller en gestion de patrimoine, mais qui était plus focus immobilier, qui m'a beaucoup aidé dans cette formation, on a fait le tri ensemble sur les compétences à garder en termes que ce soit en termes de posture commerciale ou en termes de produits à vendre. Donc j'ai pu faire pas mal de tri sur les informations que j'avais obtenues grâce aux formations au niveau des livres, au niveau théorique, grâce à ça. Donc le mieux en fait, c'est quand même d'avoir quelqu'un, pas une sorte de mentor, mais quelqu'un de notre entourage qui est dans le domaine pour nous aider à trier les informations et à se focus à se concentrer sur ce qui est important à retenir. Donc finalement, c'est ça, oui, c'est quand même une sorte de mentor et les livres qui t'ont permis de monter en compétence dans le domaine. Exactement. Et du coup, tu es resté dans l'immobilier pendant combien de temps? Alors j'ai fait 2021 jusqu'à 2023 pendant 3 ans. Donc l'épargne, c'est vrai que j'avais mis de côté parce que en fait je travaillais à travers un courtier en assurance. Donc j'étais intermédiaire en assurance et j'avais coupé le mandat que j'avais. Donc j'avais un mandat sur lequel j'avais un partenariat avec Swiss Life, avec des grands assureurs, Allianz, Le Gane, Generali, etc. Et je me suis dit que je vais me concentrer sur l'immobilier et ne plus faire d'assurance parce que tous mes clients en fait voulaient de l'immobilier. Et l'assurance, c'est le petit conseil en plus qui permet de mieux épargner et d'optimiser l'argent que les clients mettent de côté justement pour préparer ces projets immobiliers-là. Et du coup, l'immobilier, tu le pratiquais aussi en tant qu'indépendant. C'est ça. Donc on peut dire que j'ai fait 2 ans et demi dans l'épargne et 3 ans dans l'immobilier. Donc l'immobilier en tant que conseiller en gestion de patrimoine, c'est quoi? C'est une grosse partie de conseil client, donc de découverte clientèle. Donc moi, mes rendez-vous, je les faisais en 2 fois, voire en 3 fois. Le premier rendez-vous, c'est le rendez-vous découverte. Vraiment, là, on prend toutes les informations du client, enfin, combien d'enfants il a, s'il est marié ou pas, c'est quoi sa situation locataire, hébergé, combien il a de côté, combien il met chaque mois, est-ce qu'il est en période d'essai, est-ce qu'il est intérimaire, locataire, enfin, toutes ces informations-là, premier rendez-vous, c'est principal et c'est vraiment ce que je veux. En fait, c'était de l'interaction clientèle, ce que j'aimais déjà, mais cette fois, un peu plus focus sur l'immobilier. Un sujet qui t'intéressait et Exactement. un sujet voilà, dans lequel tu avais envie de continuer d'apprendre. Et tu le faisais en tant qu'intermédiaire, comme avec les assurances. Exactement. Donc, pour vendre dans l'immobilier, on a besoin de ce qu'on appelle une carte de transaction, la fameuse carte T, qu'on peut avoir soit en ayant fait des études, un diplôme dans l'immobilier, donc en sortant d'un BTS, ou soit en ayant fait une école de commerce, donc bac+5, mais en commerce. Donc moi, j'avais bac+5, mais en ingénierie, donc je ne pouvais pas avoir la carte de transaction, la carte T. Donc j'ai cherché une solution pour quand même vendre de l'immobilier, malgré le fait que je ne pouvais pas avoir la carte T.
Et en fait, j'ai découvert la délégation de carte de transaction où en fait on paye une société qui elle l'a et elle nous la délègue quand on fait nos ventes. Et la société récupère une petite partie de notre chiffre d'affaires en échange de cette délégation. C'est ce qu'on appelle le métier de mandataire. Exactement, C'est c'est ça? ça. Donc, tu étais mandataire dans l'immobilier. Tu vendais principalement du neuf, il me semble, pas de l'ancien. C'est ça. Exactement. Donc moi, je- j'apporte vraiment, je faisais vraiment une différence entre agent immobilier et CGP. Un agent immobilier, lui, ce qu'il va faire, c'est vraiment le travail d'un agent immobilier. Ça va être de chercher des, des appartements, des maisons à vendre, chercher aussi les vendeurs, faire des annonces sur tous les sites. Donc ça, c'est pas ce que je voulais faire. Moi, ce que je voulais faire, c'était vraiment conseiller le client sur son patrimoine en général et sur le fait de savoir si pour lui c'était plus intéressant d'acheter dans le neuf, dans l'ancien, et si jamais c'était du neuf, de l'accompagner jusqu'au bout. Donc j'avais du coup un mandat avec une société qui s'appelait, c'était une start-up à l'époque, aujourd'hui ils ont beaucoup grossi, qui s'appelle Otari. Donc il y avait des partenariats avec tous les gros promoteurs immobiliers, Dordogne, Nexity, etc., etc. Et donc, tu as travaillé dans l'immobilier jusqu'en 2023. Et qu'est-ce qui s'est passé en 2023? Alors il y a plusieurs choses qui sont passées durant toute cette période. Bon, déjà, je me suis marié en 2021. Chose qui a pas mal bousculé mes projets de vie. En fait, j'étais déjà en couple depuis 2015. Mais voilà, en 2021, je me suis marié. Donc, j'étais vraiment bien épanoui. Mais étant dans le domaine du patrimonial, et je voyais aussi mes clients beaucoup se heurter justement aux banques par rapport au financement des projets immobiliers, j'ai vu que le statut d'indépendant était très, très compliqué quand on voulait acheter de l'immobilier. Donc, il fallait vraiment des revenus réguliers, un salaire annuel qui était à peu près le même. Sauf que quand on est indépendant et surtout en conseiller en gestion de patrimoine, on gagne beaucoup d'argent, mais pas régulièrement. Donc, il fallait bien gérer et surtout en termes de déclaration, c'était beaucoup sur un trimestre, moins sur l'autre, etc. Et sauf que quand on présente ça à une banque, ils voient pas forcément de stabilité. Donc, toi, tu avais Et aussi l'ambition, d'une certaine manière, après ce mariage, de pouvoir te projeter aussi personnellement. Et donc, exactement. de repasser sur un statut plus sécure et qui peut te permettre Et- aussi de défendre ton dossier au-delà des dossiers de tes clients. exactement. Et c'est ça qui est assez paradoxal, c'est que je défendais pas mal des dossiers de mes clients. J'étais pas courtier en prêt, mais bon, j'essaie de pousser un peu. Mais voilà, et c'est là où je me suis dit qu'il fallait que je me stabilise, il fallait que j'ai un profil safe, un profil sécuritaire pour les banques, justement pour devenir propriétaire par la suite. Et donc finalement, la chose qui me drivait, qui me conduisait à l'époque, c'était bah, la relation clientèle. C'était ça que je voulais, c'était parler avec des gens, du relationnel, etc. Et quand j'arrive à ce stade-là, après le mariage, moi, ce que je voulais cette fois, c'était plus avoir du temps, enfin de la stabilité avec ma femme. Et donc, c'est ça qui est passé en priorité. Et c'est ça qui a fait que j'ai quitté ce statut d'indépendant en 2023. Et donc, en 2023, tu as rejoint une banque. Comment ça C'est s'est ça, passé, 2023. comment ça s'est passé ce changement, cette encore reconversion, on va dire? Qu'est-ce que, qu'est-ce qui a été mis en place pour que tu puisses passer de conseiller en gestion de patrimoine indépendant à banquier? Ça a été, ça a été un gros, gros saut pour moi parce que c'est vrai qu'on est indépendant. Bon, entre guillemets, on part en vacances comme on veut, quand on veut, on est assez libre de comment on gère notre temps, etc. Ça, c'est le gros avantage. Et je me suis dit, bon, le salariat, je sais que c'est la stabilité aux yeux des banques, donc il fallait que j'y retourne. Donc, je le faisais vraiment dans le but de la stabilité. Et donc, j'ai pareil, comme pour après l'école d'ingénieur, j'ai remis des CV un peu partout. Et simultanément, en 2023, j'avais eu pas mal de chasseurs de tête, justement, qui chassaient pour les banques, qui m'envoyaient des messages, mais pour lesquels je ne donnais pas suite. Et à 2 jours d'intervalle, j'ai reçu 2 appels de 2 banques différentes, dont une qui est mon employeur actuel. Et voilà, je reçois l'appel. Donc aujourd'hui, les entretiens se font souvent en plusieurs étapes, hein, en 2 ou 3 à 4 étapes. Donc là, j'ai rencontré au téléphone une RH, une ressource humaine, avec qui ça s'est très bien passé. Et la question qu'elle m'a posée,
ça a été, mais pourquoi en fait quitter ce statut d'indépendant pour venir. Et voilà, j'ai expliqué la même chose. C'était la stabilité surtout que je voulais. Et, et finalement, l'écart entre le travail que je faisais en indépendant et en banque n'est pas si grand que ça. Donc, en indépendant, je conseillais beaucoup sur l'épargne, sur les investissements, sur le patrimonial. En banque, c'est à peu près la même mission, auquel on ajoute bien sûr la conformité bancaire, auquel on va ajouter les cartes, les crédits, tout ce que une banque peut proposer. Mais finalement, l'écart n'a pas été si grand que ça, mais ça a été quand même un gap à passer. Et comment tu as été formé? Parce que quand même, entre CGP, banquier, tu as changé de métier. Donc, il fallait quand même que tu te formes, que tu aies des certifications. Comment ça s'est passé? Alors, quand on arrive en banque, déjà au tout début, ils vérifient tous les diplômes, forcément. L'avantage que j'avais, c'est que avec mon bac plus 5, ça passait beaucoup mieux, que ce soit en termes de négociation salariale et même en termes de posture. Quand le RH il me parlait, je voyais tout de suite que quand il sait qu'on a un bac plus 5, c'est beaucoup plus facile de négocier son salaire et les avantages qu'on peut avoir. Donc on arrive, on a une vérification donc des diplômes et aussi ils nous demandent qu'est-ce qu'on a fait comme formation complémentaire pour savoir s'ils ont besoin de nous faire passer telle ou telle formation. Donc on arrive en banque, donc j'ai discuté avec d'autres collègues aussi qui sont dans d'autres banques, j'ai vu que c'était à peu près le même processus. Ils nous demandent une certification pour vendre des assurances dommages, enfin des assurances tout court, donc c'est ce qu'on appelle le CAPA. Une certification pour vendre du prêt immobilier, donc le DCI, et une certification, attends, il y a le CAPA, le DCI, et le troisième, c'est l'AMF. Donc c'est l'autorité des marchés financiers. Donc il y a un AMF national qu'on peut passer de façon solitaire en indépendant. Et les banques en général ont un AMF interne, juste pour une vérification des connaissances, pour pouvoir justifier qu'on vende tel ou tel produit financier, notamment des assurances vie, des plans épargne retraite, etc. Et donc, en fonction de notre expérience et de ce qu'on a fait, ils nous valident plus ou moins un item, deux items ou trois items. Donc moi, par rapport à mon parcours dans le patrimonial, ils ont pu me valider seulement la partie assurance, mais j'ai dû faire du coup une formation pour l'AMF interne et pour la partie prêt immobilier. Donc, l'AMF et la DCI. Ce qu'on peut dire de l'AMF, c'est que L'AMF, ouais, c'est beaucoup. Je crois, en interne, nous, c'était une banque de 1000 questions, et on a une centaine de questions qu'on doit faire, auxquelles on doit répondre en, je sais plus, je crois que c'est 1h20, 1h30. Et l'AMF nationale, je crois que c'est une banque de 2300 questions, et pareil, on a 1h30 ou 2 heures pour y répondre. Mais ouais, l'AMF, c'est un peu comme le code automobile, c'est beaucoup d'exercices, beaucoup de révisions, beaucoup d'AMF blanc pour l'avoir. Mais honnêtement, avec du travail et de la sérieuxité, on peut s'en sortir facilement. c'est possible, ouais. Donc, tu as passé l'AMF interne finalement. C'est un AMF, en tout cas, C'est ça, c'est une c'est vérification des connaissances. une Voilà, c'est ça. C'est vérification pas le vrai AMF. c'est pas le vrai AMF. Quand on dit c'est pas le vrai AMF, c'est que ce qu'il faut savoir, c'est que l'AMF national a beaucoup de questions et les banques ont la possibilité d'avoir un panel de questions qui est réduit, ce qui permet d'avoir des certifications qui sont faites sur un temps un peu plus court avec des conseillers qui sont quand même bien formés sur les réglementations. Et au niveau de la formation, comment accompagner le client, comment faire un conseil, comment gérer son rendez-vous avec son client, comment faire une proposition. Est-ce que tu as eu un parcours de formation en interne avec la banque? Oui, on a un classique, donc un tronc commun qui dure à peu près 6 mois. Donc on est vachement accompagné, ça c'est bien parce on n'est pas laissé seul finalement face aux clients, sans formation, sans maîtrise du logiciel. Donc ça c'est vraiment bien parce qu'il y a une période d'intégration qui est assez grande, avec des collègues aussi qui sont très bienveillants pour nous répondre à chaque fois à nos questions. Donc on est assez bien accompagné à ce niveau-là, et ça c'est l'avantage aussi des grands groupes, c'est qu'il y a des parcours vraiment dédiés aux nouveaux entrants qui font qu'on est très vite à l'aise en termes de posture commerciale, en termes de produits qu'on vend, pour pouvoir les vendre justement tranquillement aux clients. Donc aujourd'hui, tu es banquier, tu as un portefeuille client, bien loin de ce parcours de prépa physique-chimie, d'école d'ingénieur textile, C'est ça, d'automobile. je viens de très très loin.
Donc Qu'est-ce que aujourd'hui, ça je suis, t'inspire de prendre du recul, de voir un peu, de regarder en arrière plutôt que prendre du recul, mais de regarder en arrière ton parcours, qu'est-ce que ça t'inspire aujourd'hui? moi, j'ai beaucoup de fierté, en fait, d'avoir, comme moi, j'ai une phrase que m'avait dit la RH de la banque où je suis, qu'elle m'a dit au tout début. Elle m'a dit: «Votre CV m'a marqué et c'est pour ça que je vous ai appelé parce que vous avez sauté le pas, vous avez osé changer à chaque fois». Et ça m'a marqué parce que dans beaucoup d'entreprises, vous allez beaucoup entendre des gens qui vont se plaindre, qui vont se dire: «Ah mais moi je pars de toute façon. Ah moi je vais poser ma démission» et en fait quand tu reviens 5 ans après, bah, ils sont toujours là et et moi c'est ce qu'elle m'a dit la dame, c'est qu'elle m'a dit: «Quand je vois sur votre CV, oui, que dès que vous voulez changer de situation, dès que vous voulez il y a quelque chose que vous aimez plus et ben vous changez, vous sautez le pas et vous le faites vraiment. C'est pas juste des paroles» et c'est vraiment ça qui a fait qu'elle m'a appelé et c'est vrai que c'est une phrase qui m'a marqué parce que, bah, des fois dans ta vie, tu vas favoriser plus telle partie de ta vie, au niveau personnel. Tu voudras passer plus de temps, je sais pas, avec ta femme, avec ton mari, avec tes enfants. Une autre fois, tu voudras, notamment au début de carrière, tu voudras favoriser les missions que tu as dans ta carrière. Voilà, tu veux plus faire, de la relation commerciale, tu veux plus faire du B2B, du B2C, tu veux plus faire de l'ingénierie et en fait, il faut oser sauter le pas, en fait. Il faut pas juste se plaindre et se dire: «Ah mais moi j'aime pas ce que je fais» et puis en fait, tu restes là pendant 2 ans, 3 ans et tu arrêtes pas de te plaindre. Non, il faut, oser poser des CV, frapper aux portes et se dire, «Bah, je veux changer, j'en ai marre, je le fais» et c'est ça, en fait, qui va faire aussi que les RH vont te remarquer, déjà d'une part et que toi aussi tu vas être satisfait dans le temps, tu vas être fier de ton parcours et moi, aujourd'hui, je suis vraiment, fier et content de tout ce que j'ai vécu. J'ai aucun regret sur ce que j'ai fait parce que chacune de mes expériences, finalement, m'a apporté quelque chose. Que ce soit la prépa avec, la rigueur, l'intensité, l'adversité, l'école d'ingénieur avec la découverte du monde du travail, la partie indépendante où j'ai beaucoup pris en maturité sur l'administration, la fiscalité, comment déclarer son revenu, et cetera et cetera et quand je regarde mon parcours aujourd'hui, ouais, je le regarde avec pas mal de fierté et je suis content parce que j'ai toujours été en phase avec, mes priorités à X ou Y moment. Si tu devais donner un conseil à une personne qui hésite aujourd'hui, en un seul mot, qu'est-ce que tu lui dirais? Ce mot, c'est dur, mais j'aurais dit: «Ose». Ose. J'aurais dit: «Ose». Ouais. Super. Bah, ce sera le mot de la fin. Ose. Oser, oser changer de voie, oser faire ce qu'on aime. En tout cas, un grand merci à toi, Steve, d'avoir accepté cette interview. Merci d'avoir répondu à toutes ces questions. Je suis certaine qu'elles vont inspirer plein de personnes, qu'elles vont faire bouger quelques neurones et leur donner peut-être envie, la motivation de passer à autre chose, de faire ce qu'ils aiment vraiment. Qu'est-ce qu'on peut te souhaiter, Steve, pour la suite? Bah, du bonheur et là, pour la suite, là, moi, j'ai eu un fils, là, l'année dernière. Donc là, ma priorité actuelle, c'est de passer du temps avec mon fils et de le voir grandir et voilà. Alors, on te souhaite plein de bonheur et plein de temps. En tout cas, la possibilité d'avoir du temps pour pouvoir profiter de tes proches, de ton fils, de ta famille.